Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club, le 173e. On commence à perdre le compte, les chiffres grimpent plus vite que le compteur de points de la SS, ça c'est certain. On en prend au moins un par semaine et ça c'est déjà ça de gagner. Je suis content de vous retrouver en ce lundi 3 mars 2025 ou un peu plus tard pour ceux qui nous écoutent en replay. D'ailleurs merci, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous écoutent en live ou en replay. Vous êtes toujours plus nombreux toutes les semaines, ça fait toujours plaisir. Donc continuez ainsi, c'est toujours un motif de satisfaction pour nous malgré la saison qui est compliquée. Ça nous encourage à continuer et ça fait du bien. Donc voilà, pour ça, pour vous dire que je suis content de vous retrouver parce que voilà, on a passé un week-end, on va dire tous à peu près compliqué, hein. Tous les week-ends se ressemblent, alors tout ce qu'il y a autour de la SS change, des fois on passe des bons moments, on voit la famille, on voit les copains, et puis selon où est positionné le match de Saint-Étienne, si c'est en début de week-end, on passe un mauvais week-end par la suite, et puis si c'est en fin de week-end, on se dit putain, c'est dommage, le week-end était bien, mais la semaine va être pourrie. En tout cas, toujours est-il qu'en ce moment, il y a une constante, c'est qu'on passe pas des super moments devant les matchs, alors il nous faut bien le SNC pour décompresser tous ensemble. Et vous connaissez votre chef Romain, notre chef adoré à tous. Quand il y a un peu une ambiance morose qui se dessine, il nous décoque une petite dream team pour faire passer tout ça. Et c'est celui-là on l'appelle à chaque fois qu'il y a un petit coup de mou, quoi. C'est notre expert à nous. C'est celui-là pour lequel les foules se lèvent. Il n'a pas fait lever Geoffroy Richard, mais il fait lever le chat à chaque fois qu'il est là. C'est Sylvain. Comment ça va, Sylvain ? Quel honneur, mon Kevin. Écoute, je vais bien. J'espère que ta cheminée va bien aussi parce que tu nous as fait une belle frayeur la dernière fois également. Moi aussi. Et je suis ravi de partager cette émission avec Kevin, donc toi, avec Gab et surtout avec Monsieur Cornier. C'est vrai. Tu l'as dit, il y a Gab au chat. Ça pouvait pas être une bonne émission sans Gab. Comment ça va, Gab ? Ça va, hein. Un lundi qui ressemble aux autres lundis, puisqu'on gagne toujours pas, donc ça va vrai. toujours. C'est vrai, t'as raison, Quand même. le lundi c'est déjà une journée pourrie parce que la semaine commence ce jour-là. Peut-être que si on mettait l'émission le mardi, peut-être qu'on inverserait la tendance. Ou alors peut-être qu'on passerait 2 journées pourries Ah, de c'est suite au clair, début de c'est semaine. clair. Ça serait quand même dommage. Et enfin, vous l'avez entendu, vous l'avez vu sur les réseaux, on l'a annoncé sur les réseaux un petit peu en amont. Sylvain vient de le dire, on a la chance. L'honneur d'avoir quelqu'un qu'on ne présente plus, hein, pour ceux qui sont des amoureux des Verts de ces 10 bonnes dernières années. Il a plus de 100 apparitions sous le maillot vert, c'est quand même pas rien. Tu fais partie d'un club très, très restreint. C'est monsieur Benjamin Cornier. Comment ça va, Benjamin ? Salut Kevin, salut, merci, ça va très bien, même si c'est vrai qu'encore le week-end, on va dire avec les matchs qu'il y a eu, ça aurait pu être mieux du côté de Saint-Étienne, mais en tout cas, voilà, je vais essayer d'apporter un peu de bonne humeur et essayer de porter chance à ce club pour la fin de saison. C'est ça. Depuis quelques temps, tu sais qu'on a un de tes anciens confrères, Nolan Roux, qui est avec nous dans l'émission de temps en temps. Et il n'a pas su nous porter chance. Alors je sais pas si déjà il avait cette réputation de chat noir dans le vestiaire, mais en tout cas chez nous c'est pas une grande réussite. Mais Ouais. pour l'instant. Mais on espère que toi, on mise beaucoup sur toi, Benjamin. Si tu sais que si on gagne le week-end prochain, tu es obligé de revenir, hein. Et ben avec plaisir. Si ça peut faire ça jusqu'à la fin de saison et permettre qu'on se maintienne, avec plaisir, il n'y a aucun souci. Déjà, ça me fait plaisir que tu dises on quand tu parles encore de Saint-Étienne. Benjamin, c'est toujours. Ouais, c'est vrai qu'après, tu l'as dit, une centaine de matchs, et après, au-delà de ça, ça a été voilà, une époque où j'ai un peu tout connu, où on était dans les premières places, la Coupe d'Europe, forcément avec la ferveur qui accompagne ce club aussi. Voilà, je suis resté 4 ans, j'ai vraiment tout connu, des hauts et des bas, mais ça restera ma plus belle expérience de ma carrière. Donc ouais, forcément, on est toujours encore bien, bien sensible aux résultats de cette équipe et moi, ouais, je le suis toujours, quoi. C'est vrai, tu l'as dit, tu fais partie de la génération qui a fait rêver les plus jeunes supporters de Saint-Étienne, hein, la dernière qui a fait des bons résultats, on va même dire, si je puis dire comme ça. Plus de 100 matchs, Saint-Étienne, si je me trompe pas, c'est ta plus longue expérience dans un club à niveau professionnel.
Tu as passé de 2013 à 2017, c'est ça, à Saint-Étienne? Ouais, c'est ça. C'est quand Ouais. même pas mal d'avoir une longévité comme ça dans un club où il y a quand même des fois souvent du turnover. Mais ce qui nous intéresse maintenant, Benjamin, parce que les souvenirs, on va en parler, le chat, je vois déjà qui s'affole, les gens qui te saluent. Gab va nous recenser tout ça, tous les messages d'amour qui te sont envoyés. Mais qu'est-ce que tu deviens, Benjamin? Parce qu'on veut savoir où en est ton actu. Ouais, bah écoute, moi ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai raccroché les crampons. J'avais fini, euh, j'avais fini à Bourg-en-Bresse en national, voilà, parce qu'après Saint-Étienne, j'étais parti à Strasbourg et donc j'ai fini là-bas en fin de contrat avec le Covid. Ouais. Donc c'est vrai que ça a pas mal chamboulé ma fin de carrière, mais bah voilà, j'ai voulu me rapprocher un peu de la région et j'ai fini à Bourg-en-Bresse. Et maintenant, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur l'an dernier, mes premiers diplômes qu'on peut avoir après la carrière de footballeur. Et cette année, j'entraîne du coup un petit club dans la région lyonnaise, un petit club de Chaponnet où sont mes gamins. Donc voilà, je suis devenu entraîneur là-bas pour cette année en tout cas. Ah, tu es passé de l'autre côté de la barrière, du côté coaching. Du coup, tu vas pouvoir nous apporter un œil expert là-dessus. En tout cas, tu as peut-être des choses que nous, on n'aura peut-être pas vues dans le coaching d'Eric Horneland. Et peut-être que tu vas trouver la clé ce soir. Mais tu suis toujours les matchs de synthé, du coup? Tu me disais, ouais, c'était quand même accroché, mais tu arrives à regarder toutes les semaines ou assez souvent? Ouais, je regarde assez souvent. Après, on va dire, j'ai la chance. Après, des fois, ça fait beaucoup de foot à la maison, mais j'ai 2 garçons et une fille. Et donc, les 2 garçons sont fans de foot. De synthé. J'en ai un qui est né à Saint-Étienne. Ouais, fan de foot et de synthé. J'en ai un qui est né à Saint-Étienne. Donc, non, on va déjà très souvent à Geoffroy Guichard. On y va encore assez souvent. Et oui, je regarde tous les matchs le week-end de Saint-Étienne. J'ai un œil sur ce club-là parce que bah voilà, déjà mes garçons aiment bien regarder. Et puis même moi, ça reste encore une fois un club important. Donc, c'est toujours bien de les regarder cette année en Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après tout, dans notre malheur, t'as raison. On les regarde en Ligue 1, ce qui n'a pas été le cas des 2 dernières années. Donc c'est vrai que c'est déjà Ouais, une petite victoire. Ouais. Je sens vouloir te prendre au piège, Sylvain. Tu disais que tu étais content de voir Benjamin. C'est quand même des bons souvenirs. Dans, dans cette période un peu morose, ça fait plaisir de se rappeler de l'époque de Benjamin. Bah, c'est certain, ouais, j'ai encore en tête la descente du Coq Nord sur son but contre le PSG, là, cette demi-volée où C'est ils vrai. arrivent à récupérer le ballon haut après une mauvaise relance de Marquinhos. Et je me souviens que j'avais pris cher, et je crois que ma tête s'en rappelle encore, et c'était quelque chose d'exceptionnel, ouais. Et puis Benjamin, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un garçon qui a eu un parcours atypique. Je crois que si je dis pas de bêtises, tu as joué à Milrivour quasiment en senior là-bas avant de partir sur Dijon. C'est vrai que t'es pas passé par un centre de formation comme le font habituellement les joueurs professionnels. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est vrai que ce parcours-là, il est quand même atypique. Comment t'expliques ce parcours, tout simplement? Ouais, écoute, après, c'est vrai que ça a été assez inattendu pour moi aussi. J'ai évolué donc ouais, jusqu'à mes 20 ans à Mirivourle. Et puis après, bah, j'ai signé une année à Chasselet, donc c'est Gol FC maintenant, Ok. qui jouait donc à l'époque en N3, N3, en CFA2. Et puis là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui est un ancien joueur en fait professionnel qui a pu me faire passer. Il m'a dit faut que j'essaye de ramener des clubs, voilà, avec mon vécu que j'ai eu, et des gens qui viennent te voir parce qu'il me dit moi pour moi tu dois évoluer plus haut. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir passer des essais à Dijon où à l'époque bah, il y avait un ancien Stéphanois, Patrice Carteron, entraîneur. Mhm. Et donc j'ai passé cet essai là-bas en milieu de saison quand j'étais à Chasselet, ça a duré 3 jours. Et bah, ça s'est super bien passé, ils m'ont tout de suite proposé un contrat. Donc moi j'étais dans ma dernière année de BTS à l'époque, donc j'ai refusé de les rejoindre tout de suite. Et je les ai rejoints sur l'été 6 mois après que j'ai passé mon BTS, tout validé. Et puis voilà, on était en Ligue 2 à Dijon.
Et après, on est monté en Ligue 1, j'ai toujours joué, tout fait. Et puis voilà, ça s'est fait très rapidement, donc déjà inattendu au début, et puis même l'évolution très rapide et limite un peu trop facile au départ. Ça m'a même étonné. Tout s'est vraiment super bien passé quoi, pour moi, quoi. Ouais, c'est Jusqu'à Saint-Étienne et jusqu'à. Ouais, ça fait une belle carrière quand même, hein. Derrière, il y a quoi? Il y a quasiment 250-300 matchs professionnels, non? Ouais, quasiment. Ouais, ouais, je dois être à ça quasiment. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, il y a eu ouais, Dijon, une année Lorient, Saint-Étienne, Strasbourg. Et puis je te dis, je pense le Covid qui a un peu ralenti en tout cas sur ma fin de carrière, on va dire, et où après c'était plus un choix familial de revenir et puis de finir à Bourg-en-Bresse, de plus après trop avoir à voyager à bourlinguer avec les enfants et toute la famille, quoi. ouais, parce qu'à Strasbourg, t'es Ok. resté un moment aussi en plus, hein, donc, Ouais, c'était 3 ans, ouais, 3 ans à Strasbourg, ouais, 2017-2020, juste après Saint-Étienne. Ouais. Gab, dans le chat, est-ce que tu as déjà des petits messages pour Benjamin, histoire de se mettre un dernier petit coup de positif avant d'attaquer le dur? Ouais, 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 bah carrément. On a, bah, déjà globalement, tout le monde est très content d'écouter Benjamin, de le revoir un petit peu parler de la SSE. On a Comy Boy qui nous dit vous êtes la lumière de l'obscurité stéphanoise. Bon là, on va le prendre pour toute l'équipe de ce soir, celui-là. Et après, on a Véritablement Vert qui nous dit l'époque de Benjamin Cornier, c'était quand même la belle époque, ça paraît vraiment loin. Franz qui nous dit sur YouTube très content de retrouver un joueur, un joueur très élégant. C'est un constat que partage Ashkan qui nous dit aussi que Benjamin, tu étais un joueur très élégant à l'époque sous le maillot vert. Et on a Deontopou sur Twitch qui nous dit aussi incroyable Benjamin Cornier, quel plaisir. Céline qui nous dit c'est un plaisir d'écouter Benjamin. Donc globalement, tout le monde est très content de te recevoir, Benjamin. Et je pense que ça met un peu de gaieté dans nos vies de supporters stéphanois. Bah, c'est cool. Voilà. Merci. On va essayer de rester, promis, hein, promis Benjamin, on va essayer de rester optimiste. Si tu veux contraster un petit peu, après tu te fais le replay de l'émission après la montée, tu verras qu'on n'est pas toujours, on n'est pas toujours au fond du seau. Ouais, je m'en doute. Je m'en doute. Mais là, non, y a quand même eu du bon dans ce match, c'est sûr. Ce sera notre objectif de ce soir, comme tous les lundis, c'est de trouver du positif, puisque le pot négatif a déjà été tout balancé sur les réseaux depuis 2 jours, donc on va s'occuper de ça tout de suite pour le débrief. Active Synthé Night Club. Le débrief. Ça marche aussi pour vous dans le chat. Vous pouvez donner votre avis, mais je vous encourage à dire du positif parce que je vous vois depuis tout à l'heure. Je vois beaucoup de négativité sur cette saison et Dieu sait qu'il y a des choses à dire, mais justement, c'est à nous en tant que supporters aussi de se mettre du bon côté et de pousser dans le bon sens. Alors ressortons le positif et ça sera ta mission première, Sylvain. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu as encore pris un petit coup de massue ou est-ce que tu es quand même mieux que sur les dernières sorties? Écoute, c'est un match qui est quand même difficile à lire, moi je trouve. On a 10 premières minutes qui sont vraiment compliquées. Vraiment compliquées. On concède cette première occasion avec le double arrêt de l'Arseneur qui est d'ailleurs assez impressionnant. Ouais. Et puis dans la foulée, il y a ce but assez bizarre, cette tête un peu où l'action est très décousue. Et puis à la sortie de ces 10 minutes, je trouve qu'on fait 35 bonnes minutes. La mi-temps, elle est cohérente. On est capable de tenir le ballon, de s'installer dans le camp adverse, de chercher le décalage. On peine à trouver le décalage, mais n'empêche que on est conquérant. Je trouve qu'on arrive à récupérer assez rapidement le duel, assez rapidement le ballon à la perte. Je trouve qu'on est structuré et on concède finalement très peu d'occasions. Et voilà, et à la mi-temps, il y a 1-1 et c'est fort logique à mon sens. C'est même peut-être difficile pour les Verts parce que je trouve que la première mi-temps, on est supérieur à Nice, mais Nice ne montre malheureusement pas son vrai visage pendant cette première mi-temps et les ajustements de la mi-temps ont fait beaucoup de mal et malheureusement on se rend compte en fait qu'à partir du moment où on n'est pas en mesure de garder le ballon, on s'expose à chaque attaque adverse et chaque attaque adverse devient dangereuse. On est tellement friable sur l'aspect défensif que c'est terrible en fait. Quand on tient le ballon, qu'on est capable de rester dans le camp adverse
et que on éloigne le plus possible l'équipe adverse de notre but, ça reste acceptable. Mais à partir du moment où on n'est plus en mesure de tenir le ballon, que les adversaires sont capables de venir récupérer le ballon dans notre propre camp, les vagues s'enchaînent et après ça devient quasiment mission impossible. C'est très difficile à comprendre comment cette défense peut être aussi autant en difficulté. J'avoue que j'ai du mal à saisir. Alors toi, Benjamin, c'était pas ton poste, hein, la défense, donc tu vas peut-être nous apporter un autre regard. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match? Est-ce que toi aussi, comme Sylvain, tu penses qu'il y a eu un match à deux vitesses, mais qui est surtout lié au fait que Nice a accéléré en deuxième? Ouais, je pense, c'est sûr qu'après, on va dire qu'il y a certains matchs où on voit vraiment, quand on affronte des grosses équipes de Ligue 1, que on va dire pas que la marche est trop haute, mais que c'est difficile et qu'on arrive sur un temps euh, à rivaliser avec des équipes. Et qu'après, si vraiment l'équipe adverse met un gros coup de pression et met un peu plus, bah on est souvent mis en difficulté. Et, euh, et c'est un peu, je trouve, le constat qu'il peut y avoir cette saison, parce que je trouve encore depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, je trouve il y a des bonnes choses dans dans l'envie de récupérer le ballon, de récupérer rapidement le ballon. Est-ce que après, sur la totalité d'un match, on n'est pas peut-être trop fatigué à aller tout le temps presser, et puis après, dans la tenue du ballon, c'est dur en Ligue 1 de tenir le ballon. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui tiennent le ballon. C'est beaucoup plus d'équipes qui sont dans des phases de possession que ça ne l'était, je trouve, avant. Et c'est compliqué contre des équipes qui sont en confiance comme les Nice et qui sont bien classés de pouvoir rivaliser sur un match en entier. Il faut faire très peu d'erreurs et je trouve que la moindre erreur en ce moment est payée assez cash, quoi. Tu fais partie de ceux qui pensent que peut-être Orneland devrait se désavouer un petit peu dans sa philosophie pour jouer contre les gros, ou au contraire Je sais que... pas. Après, c'est difficile. Et puis, quand on a une philosophie, après, c'est qu'on veut inculquer à ses joueurs et qu'on veut que ça perdure, que ce soit pas que sur quelques matchs. Il faut forcément mettre ça aussi tout le temps, quoi. Répéter. Mais c'est vrai que des fois, quand ça tombe contre des grosses équipes et des équipes qui sont capables de modifier rapidement, et si nous, on n'arrive pas à prendre les devants et à être plus tueurs et à marquer toutes les occasions qu'on a, forcément, on risque à un moment donné dans le match de le payer. Donc, je pense que ça n'a pas l'air d'être la philosophie de l'entraîneur de vouloir changer ça. C'est quand même une marque de fabrique chez lui. Maintenant, c'est sûr que ça demande du temps. C'est des choses qui demandent du temps. Et c'est vrai que malheureusement, on en a plus beaucoup, quoi. Ouais, Et vas-y Sylvain. au-delà de tout ça, moi je trouve qu'il y a déjà eu une forme d'adaptation par rapport au premier match qu'on a vu, Oui. notamment contre Reims et contre Paris. La hauteur du pressing est quand même moins haute, je trouve, par rapport à ce qu'elle avait été par exemple à Reims, qui est un pressing tout-terrain, hein, totalement. Et même quand on a débarqué au parc, on voit David Ashvili ou bien Boki qui sont capables d'aller presser Donnarumma au parc. Chose qu'on ne voit plus aujourd'hui si le gardien adverse a le ballon dans les pieds. On voit que les joueurs ont un bloc qui est peut-être moins haut que l'espère Ronald. Donc fatalement, il a déjà quelque peu revu ses ambitions à la baisse. C'est un choix qui s'explique probablement par les difficultés que rencontre l'équipe, mais c'est un choix qui fait face aux résultats aux résultats que l'équipe obtient. Malheureusement, aujourd'hui, c'est terrible de dire ça, mais le projet de jeu d'Orneland est plus séduisant et plus ambitieux et plus agréable à regarder. Or, si on ramène au nombre de points que ça rapporte, Dalloglio rapportait plus de points qu'Orneland à l'instant où on se parle. Oui, la seule stat qui joue en faveur d'Orneland, c'est le nombre de buts marqués. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises de ce que j'ai vu passer. Donc ça, c'est difficile quand tu joues le maintien, Benjamin, sûrement de te reposer surtout sur une attaque flamboyante. Alors certes, il y a du point positif en attaque, mais défensivement, ça compense pas, quoi. Il faut trouver un juste milieu. Non, et puis, ouais, et puis c'est vrai que l'équipe quand même encaisse énormément de buts. Donc s'il faut pour gagner un match que t'en mettes 4 et la dernière fois on fait 3-3 et tu le gagnes, ouais, on marque 3 buts, tu le gagnes même pas le match. Donc si chaque match il faut
faut que les attaquants, faut que l'équipe marque 4-5 buts pour se mettre à l'abri. C'est quand même assez compliqué. Donc non, faut. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. De toute façon, Oui. c'est sûr que l'équipe est malheureusement ça joue aussi quand tu as une équipe qui est, on va dire, pas en confiance et une autre, comme par exemple Nice ce week-end où tout va bien, où tu es dans les premières places et que tu n'as pas trop d'appréhension, forcément la pression et puis tous les petits détails en fait d'un match pourraient être à l'avantage de cette équipe-là. Et c'est sûr que ça, d'ici la fin de l'année, quand tu joues le maintien, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu as un peu l'impression que tout tourne mal, que toi, tu as beau avoir plein d'occasions, tu les mets pas. La première occasion de l'autre, tu vas la prendre et qu'après, il faut courir après. Et c'est vrai qu'au niveau du moral, c'est là où c'est difficile. C'est là où moi, pour moi, la force d'avoir un public et d'avoir quand même un club qui connaît ça, bah ça pèse par rapport à d'autres équipes avec lesquelles on est en concurrence, tout simplement. Tu penses que on l'a déjà pas mal dit ça dans l'émission, mais c'est bien d'avoir ton avis toi aussi qui y a joué. Tu penses que Geoffroy Guichard aura un sacré rôle à jouer sur les matchs de fin de saison? Ouais, bien sûr, je le pense. Après, moi, je l'ai vécu, on va dire, c'était, entre guillemets, les belles années, donc c'était de Ouais. la bonne pression. Mais est-ce que t'as pas peur que Il n'y a ça, au pas contraire, eu. ça fasse effet contraire et que ça mette trop de pression? Après, ça dépend les joueurs, ça dépend les joueurs, mais non, tout le monde a envie d'avoir, quand tu signes à Saint-Étienne, tout le monde a envie d'avoir ça, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, on va dire, on est tous préparés un peu à, t'es préparé si ça se passe mal à prendre des sifflets. Malheureusement, et t'es préparé dans le meilleur des cas, voilà, avoir cette explosion, ce monde, et c'est ça qui galvanise aussi. Donc, non, je pense pas que ce soit néfaste. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que le public soit derrière les joueurs, parce que ça va être important pour cette fin de saison pour moi. Ok. Gab, je voudrais faire un petit point avec le chat parce que je vois que ça défile à toute vitesse. Mais je vais voir si le chat a suivi ma mission de trouver du positif. Je suis pas convaincu. Du positif, non, je t'avoue que là, on en est un peu loin. Non, on a Serge qui nous dit la SSE est désormais la risée de la Ligue 1. Barto qui nous dit contre Nice, en fait, on a eu la maîtrise seulement quand ils ont refusé le jeu, notamment en première période où ils étaient très bas. Dès qu'ils ont commencé à jouer, bah, en deuxième mi-temps, on a vu la différence. C'est un truc que partage Pascal qui nous dit le point positif, c'est quand Nice a arrêté de jouer. Forcément, il y a le point de la défense qui revient. On a Spider Fox qui nous dit une défense nullissime. Boubou qui nous dit beaucoup trop de joueurs qui ne sont pas au niveau, en plus d'être irréguliers. On a Céline qui nous disait que la première mi-temps, elle était, malgré une défense discutable sur les 20 premières minutes, c'est en première mi-temps qu'on aurait pu faire la différence en mettant des buts. C'est vrai qu'on a eu le ballon en première période, même si Nice a eu beaucoup d'occasions quand même en début de match, qui auraient pu nous faire très mal. On a Romain, le patron, qu'on salue, qui nous dit Orneland a commencé à s'adapter. Je crois que c'était Sylvain qui parlait de ça. Personne n'en parle, mais il n'y a plus le même pressing imposé haut sur le terrain. Donc c'est vrai que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les joueurs pour imposer toutes ses idées. On a Ashkan qui nous dit la SSE bat le record d'humiliation pour un club mythique, c'est du jamais vu. Même les supporters adverses sont choqués de nos humiliations. Jo42 qui nous dit cette défense est horrible, la pire de l'histoire du club. Voilà, globalement, il n'y a pas beaucoup de positifs. Les seuls messages positifs que j'ai vus, et Sylvain sera content, c'est pour le retour d'Aymen Mouefek en tant que titulaire. On a vu qu'il manquait un peu de rythme, mais s'il enchaîne les matchs, ça peut quand même, je pense, nous faire du bien au milieu de terrain. Donc voilà, globalement, ce qui s'en dit. Merci pour toute cette positivité. Cette positivité, mon gars, c'était super. Et ben voilà, mon Sylvain, la transition est toute faite. Et en plus, c'est bien parce que Benjamin est là, il va pouvoir nous éclairer aussi, parce que c'est un peu plus son poste déjà que la défense. On l'a eu souvent depuis que l'émission existe, Sylvain, ce débat. Je vais te reposer encore une fois cette question. Le retour d'Aymen Mouefek de blessure, est-ce que ça peut être quand même une sacrée épine en moins dans le pied d'Orneland sur les compos?
Euh, Encore une fois, hein, moi vous m'entendez? Oui, oui, je sais que tu l'aimes beaucoup, Aymen, donc... Ok. Ouais, ouais, non, mais encore une fois, moi, je vais pas me travestir sur le sujet, hein. Je crois que les 60 minutes qu'il a effectuées parlent pour lui. Sa passe décisive est exceptionnelle, si vous voulez mon avis. Voilà, il a fait du Aymen Mouefek comme on l'aime. Je l'ai trouvé très, très affûté. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Je l'ai trouvé beaucoup plus fit qu'on l'avait vu lors des dernières sorties. Je sais que il a beaucoup travaillé pendant les semaines où il était absent et j'ai trouvé très très bien physiquement sur l'heure de jeu qu'il a fait. Bien sûr, maintenant il va falloir qu'il accumule du temps de jeu pour pouvoir enfin étirer son temps de jeu le plus possible jusqu'à jouer un match en entier. Quoi qu'il en soit, sa performance, ouais, elle est intéressante. Maintenant, on va pas se mentir sur une chose. Aymen Mouefek, il nous manque depuis le début de saison. On n'a pas encore pu voir Aymen Mouefek en Ligue 1 cette saison. Ses blessures et sa préparation tronquée font que il n'arrive pas à enchaîner. On sait que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs. On sait que quand il est dans la pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui est incontournable dans cet effectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été prolongé l'été dernier par les nouveaux dirigeants parce que je pense qu'ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça. Voilà. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir compter sur lui lors des 10 matchs à venir parce que c'est une certitude qui va apporter une plus-value de par son profil qui est assez singulier, box to box comme ça, capable de répéter les efforts, fort dans le duel, bien que quelquefois brouillant techniquement. Mais voilà, il apporte une forme d'âme, quelque chose qui représente bien le Forez, je trouve. Et voilà, ce sera nécessaire dans cette fin de saison. Accompagné de Bouchoirie et sa touche technique et ses sorties, ses performances des derniers matchs qui sont, je trouve, aussi très intéressantes. On peut avoir un milieu de terrain qui gagne en cohérence. Surtout que je trouve que Louis Mouton est un peu moins bien ces derniers temps. Donc il faudrait que Aymen Mouafek prenne le relais puisque Louis Mouton a pris le relais le temps de l'absence de Aymen. Euh, Benjamin, toi, c'est comme je te dis, c'est un peu plus ton poste. Moi, fait que tu l'as peut-être aperçu de loin à l'époque où tu étais à Saint-Étienne sur les terrains des jeunes. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce retour? Est-ce que ça fait partie des points positifs que tu peux retirer de ce match et sur lesquels tu comptes pour le maintien? Ouais, je pense, oui, oui, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a une grosse activité. Après, ouais, à l'époque, il était vraiment chez les jeunes. Ouais, je l'avais aperçu, mais il était même pas jamais venu s'entraîner avec nous, quoi. Il était bien plus jeune. Mais non, de ce que je regarde depuis des années, c'est, comme ça a été dit, c'est quelqu'un qui est capable de répéter les efforts, qui se projette vers l'avant, qui met beaucoup d'impact. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'impact au milieu. Donc, forcément, avec des joueurs de ballon autour, ça peut être, je pense, un plus pour ce milieu de terrain, pour l'équipe. Après, et encore une fois, c'est quelqu'un qui est du club aussi, donc ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui lâchera pas jusqu'à la fin, qui joue ou qui joue pas. Et c'est vrai il va falloir des guerriers jusqu'à la fin, et lui, c'est sûr que ça va en être un. Oui, après, ça, c'est quelque chose qu'on peut signaler. On le dit toutes les semaines, mais c'est vrai que toutes les critiques que je vois passer, moi, sur les réseaux ou quoi, après les matchs, c'est très rarement sur l'investissement des joueurs qu'elles sont dirigées. Je pense que maintenant, tous les supporters se sont résignés à se dire que bah, voilà, il y a bien souvent contre les adversaires une trop grande différence de niveau et intrinsèque, et c'est ça qui fait les différences. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Benjamin. Donc c'est vrai que c'est important de le souligner que les gars se De toute battent et façon, on n'en doute pas quoi. Kevin, il y a quelque chose qui est factuel de ce week-end, par exemple, Hmm. c'est que sur les 11 joueurs qui débutent la rencontre, t'en as 10 qui jouent en Ligue 2 l'année dernière, et le 11e, il joue à Westerlo, le maintien en première division belge. Eh ouais. À partir du moment où tu as fait ce constat-là, il faut s'attendre à quoi? Bah oui, oui, tu sais où tu vas hein, quand c'est comme ça, hein. Voilà. Mais C'est simple. Maintenant ce qu'on espérait, et ce qu'on espère d'ailleurs plus ou moins toujours, mhm. c'est que certains puissent franchir suffisamment vite les caps et qu'ils arrivent à accrocher les points nécessaires qui permettront de sauver le club. Je pense sincèrement que cette première année avec la nouvelle direction est une année charnière dans le sens
où si on arrive à se maintenir cette année avec la puissance financière qu'a notre nouvelle direction, on sera moins en difficulté que certaines équipes qui souffrent grandement des droits TV et des différents problèmes que subissent actuellement le football français. Oui. Donc l'année numéro 1 est essentielle. Seulement, ce qui est inquiétant, c'est que quand on voit Auxerre, quand on voit Angers, quand on voit Montpellier, quand on voit Le Havre, ils n'ont pas un centime à mettre dans leur recrutement et que nous, on recrute pour 23 millions et on est, euh, on est en train de souffrir et de se dire qu'on va peut-être tomber en ayant posé 23 millions cet été. C'est- Ça questionne quand même, ça questionne. C'est clair. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui peut prêter à réfléchir et sur lequel on dressera des constats, mais pas avant que tout soit décidé. Puisqu'il reste quand même bien assez de matchs pour se maintenir. Un dernier petit point sur le match de ce week-end. Benjamin, toi, est-ce que tu as des choses quand même qui t'ont. Des individualités ou des choses que tu as vues dans le jeu qui t'ont quand même satisfait pour finir sur une note positive? Après, moi, c'est vrai que Bouchouari, c'est un joueur que j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup, qui demande beaucoup les ballons. Et c'est, je trouve, quelqu'un qui est là que j'aime bien. Après, Stassin, je trouve qu'il est également de mieux en mieux. Hmm. Je trouvais au début que c'était C'était poussif au début. Ouais. qu'il faisait beaucoup, qu'il faisait, ouais, il essayait trop souvent, je trouve, d'aller jouer les duels, d'aller se mettre. Et puis je trouve qu'il se faisait beaucoup bouger. Et je trouve que dans son jeu aussi, il a bien évolué. Je pense que c'est l'adaptation aussi à la Ligue 1 et que je trouve que c'est un joueur qui monte en puissance et qui est efficace aussi et disponible dans le jeu. C'est pas seulement quelqu'un qui est un attaquant pur, c'est quelqu'un qui se rend disponible. Et voilà, c'est quelqu'un, je trouve, qui monte aussi en puissance. Après, encore une fois, c'est sûr qu'en défense, il y a pas énormément de points positifs en ce moment, mais quand tu as une équipe qui subit comme ça et qui prend beaucoup de buts, c'est sûr que même si tu changes un peu ta défense, tu changes les joueurs, quand tu n'es pas en confiance, c'est toujours difficile, quoi. Mais voilà, je perds pas espoir encore une fois. Il y a des joueurs qui Oui. ont, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas connu la Ligue 1 ou quoi, mais qui ont quand même des matchs. Voilà, il y a des joueurs qui ont quand même connu pas mal de clubs et de situations équivalentes, donc qui sont à même de pouvoir relever la tête. J'en suis convaincu. Ouais, c'est vrai, Sylvain. Et tu vois, Il y a le retour de Flotardieu et des gars comme ça nous fait du bien quand même. oui, il est dans une bonne phase, Flotardieu, c'est sûr. Moi, j'avais une question à poser à Benjamin par rapport à ça, lui qui a connu la Ligue 2 et la Ligue 1. C'est mon impression, moi j'ai malheureusement pas connu tout ça, mais la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, j'ai l'impression que plus les années passent et plus le fossé se creuse entre les deux, encore plus depuis le passage à 18 équipes. Honnêtement, j'ai l'impression que des joueurs de Ligue 1 des joueurs de Ligue 2, pardon, qui fonctionnaient très bien en Ligue 2 sont en grande difficulté en Ligue 1 cette année. Et je voyais pas un cap aussi énorme. Alors je sais pas si c'est un avis perso, si c'est lié au projet qu'on qu'on essaye de s'imposer, mais toi qui as connu les deux niveaux, tu l'as ressenti comment par rapport à ça? J'ai toujours ressenti quand même une différence entre ces deux niveaux. Après, je trouvais qu'en Ligue 2, il y avait, on va dire, beaucoup plus d'impact en fait qu'en Ligue 1. Alors quand je parle d'impact, c'est que c'est un peu moins ordonné. Tu es tout de suite dans le combat au milieu. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'avait marqué à l'époque. T'as tes lignes qui sont vraiment resserrées. Tout le monde est plus resserré sur le terrain et t'es vraiment direct en bune-bune. Moi, quand j'étais numéro 10 en Ligue 2, j'avais tout le temps quelqu'un derrière mon dos. Le mec, il me lâchait pas tout le match. En Ligue 1, tu as un peu plus d'espace. C'est un peu plus ordonné, on va dire. Et tu as toujours eu ouais, cette différence quand même au niveau technique, euh, dans le placement, dans tous les trucs comme ça. Tu as quand même eu. Moi, honnêtement, je regarde plus trop la Ligue 2, donc je sais pas si ça a encore plus évolué ou s'il y a encore plus un gros fossé. Mais il y a toujours eu cette différence quand même à ce niveau-là.
Parce que quand tu vois le championnat de Ligue 1 actuellement, quand tu regardes les équipes du haut de tableau et celles qui jouent le maintien, j'ai l'impression qu'il y a un monde d'écart entre. Enfin, je veux dire, il y a des scores chaque week-end où tu te dis, mais ils sont du même championnat, mais ils sont pas du même monde. Quand tu vois, bah, nous, on a été capable d'en prendre 8 à l'aller à Nice, on en a pris 4 à Rennes, on en a pris 5 à Rennes, pardon, on en a pris 4 à Brest. Enfin, tu te dis, mais. Et puis quand tu vois les matchs, tu te dis, ouais, mais enfin, c'est normal qu'on en prenne 4 5 il y a trop de différence. C'est impressionnant. Et t'as des Ouais, joueurs, après, ils boivent la tasse ouais, non, mais complète. sur ça, je suis d'accord. Après, tu parles d'équipes comme ça. Moi, je trouve que ces équipes-là dont tu parles, c'est des équipes typiquement qui ont encore des mecs au milieu et qui ont des mecs à des postes qui ont de l'expérience en Ligue 1. Tu as, des mecs qui ont des 200 matchs en Ligue 1, tu en as encore. Maintenant, t'en as, je trouve, de moins en moins dans les clubs. Avant, à l'époque, à mon époque en tout cas, tu avais, quand même énormément de joueurs qui avaient beaucoup de matchs en Ligue 1. Les tauliers. Maintenant, c'est vrai que, ouais, maintenant, c'est vrai qu'avec l'émergence des jeunes, avec un peu tout Mm. ça, tu as beaucoup, beaucoup moins, on va dire, d'équipes qui ont des expérimentés, qui ont des milieux de terrain avec des 200 matchs, 250 matchs. T'en as peu. Et celles qui les ont encore, je trouve que c'est des équipes qui font mal. Parce que t'as beau avoir de la jeunesse, mais je pense que c'est bien d'avoir un mix des deux. Et tu penses qu'aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, toi, c'est peut-être un peu ce manque d'expérience, ce manque de bouteilles chez certains mecs, comme on pouvait l'avoir à l'époque quand tu jouais avec Coad, avec Lemoine, avec ce genre de joueurs-là? Ouais, alors je dis pas que notre époque c'était mieux, mais c'est vrai que nous, à Bah, d'un notre point de époque, vue en tout cas, résultat, Benjamin, c'était mieux. Ça, c'est Oui, là, il n'y a incontestable. pas de conteste. ce que je veux dire par là, ouais, cette période, c'était mieux, mais moi, honnêtement, à l'heure actuelle, par exemple, je me retrouvais beaucoup moins dans une équipe de Ligue 1 que je n'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu avais des joueurs, je trouve que tu avais beaucoup plus de joueurs de ballon, tu avais des mecs qui avaient de l'expérience, tu avais un peu de tout en fait. Maintenant, on fait beaucoup plus confiance aux jeunes et puis les jeunes, je pense, ont plus, comment dire, plus, pas plus de niveau, mais ils sont Plus beaucoup plus précoce. prêts qu'avant. Donc forcément, ça pousse les clubs et c'est logique aussi et c'est une stratégie voilà, financière aussi de mettre beaucoup plus rapidement des jeunes. Mais je trouve que, en tout cas, moi, sur le niveau perso de la Ligue 1, je trouve que le niveau est beaucoup moins bon qu'avant et beaucoup moins haut. C'est pas parce que moi j'ai connu avant, mais je trouve en tout cas, à part les grosses équipes qui ont des moyens et qui vont te faire venir des joueurs et ils arriveront toujours à s'en sortir. Mais après, globalement, je trouve que, par exemple, d'un niveau technique au milieu de terrain, moi, par exemple, je trouve que il y a beaucoup moins de niveau qu'avant. Voilà. Après, encore une fois, la jeunesse, ils apportent énormément de choses, hein, attention, hein, et je pense qu'ils sont beaucoup plus prêts qu'on l'était avant. Mais je trouve qu'en tout cas, sur le niveau, et que les équipes qui arrivent encore à garder ce côté un peu d'expérience, s'en sortent bien. Mais à l'heure actuelle, un mec qui a 28 ans ou qui a 30 ans et qui a 250 matchs de Ligue 1, si tu le veux dans un club à Saint-Étienne, ça va être tout de suite un montant énorme. Donc forcément, C'est ça. C'est ça. ça se réfléchit et c'est logique. Moi, voilà, j'ai mon pote, pour parler de lui, Ludo Ajor, qui a signé à Brest l'été dernier et on en avait parlé et je savais que Saint-Étienne était potentiellement intéressé pour lui. Mais par exemple, un mec comme Ludo Ajor qui approche la trentaine et il était en Allemagne, donc tu sais qu'il va te coûter 10 à 12 millions. À un club comme Saint-Étienne, il va peut-être préférer prendre un jeune au même prix et potentiellement qu'il va pouvoir revendre. Et c'est compréhensible avec l'époque actuelle. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait un peu chuter le niveau de certains clubs en ligne. Ouais, c'est Totalement. vrai. On a le Totalement. par. Et je trouve d'ailleurs que
les clubs qui s'en sortent le mieux. Je trouve que Lille, c'est un bon exemple pour ça, avec des mecs comme Benjamin André, par exemple, au milieu. C'est Rémi 300, Cabella. 300, 350 matchs de Ligue 1. Ouais, voilà, Rémi Cabella, c'est des mecs valeurs sûres. Il y a Mais plein comme tu dis, il d'exemples faut de les tout ça, payer. Je ouais, bien pense que sûr. c'est un Tu sacré vois, salaire, quoi. un mec, ouais, un mec qui est parti à Nice, Santa qui Maria, était à là. Rennes, Que Saint était Santa dessus, Maria, ouais. typiquement. Mm. Santa Maria était dessus, mais ça, c'est un club, par exemple. Bien sûr que Saint veut se positionner dessus. Et c'est typiquement des joueurs qui auraient fait du bien. C'est des mecs qui. Un Benjamin André à Lille, bah, bien évidemment. Dans beaucoup d'équipes de Ligue 1 et qui jouent le haut de tableau ou qui sont en tout cas mieux positionnés que Saint, bah, malheureusement, il y en a pas mal. Ah, elles ont, je trouve, du monde à des postes clés. En fait, des mecs qui ont de l'expérience et des mecs qui amènent quelque chose. Et malheureusement, même si Saint-Étienne, avec la jeunesse qu'ils ont, et puis forcément avec le nouveau projet, ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus dans la première année à dépenser des millions et des millions. Donc c'est encore une fois une année de transition et c'est l'année où il faut absolument se maintenir pour après aller chercher autre chose. Et j'en suis sûr que après des joueurs comme ça vont pouvoir, et c'est ce qu'ils vont vouloir aller chercher le board. Mais cette année, c'était une année entre déjà pas mal de départs qu'il y a eu en Ligue 2 et un peu ce qu'on a pu prendre à ce moment-là. C'était pas évident et c'est sûr quoi. Ok, ouais, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Merci pour cette bonne question, Sylvain. On fait un dernier point de chat avant de parler des prochaines rencontres. Gab, je te laisse faire le point. Euh, on a notamment pas mal de messages de supporters qui se préparent déjà à la Ligue 2 quasiment. On parlait notamment tout à l'heure de l'effectif qui était en grande majorité déjà présent en Ligue 2 l'année dernière. Forcément en Ligue 1 ça pardonne pas. On a Kurko87 qui nous dit on n'insulte pas le football, on est monté par erreur, on n'a pas recruté donc on redescend. C'est juste normal. On a Golo Balo qui nous dit la Ligue 1 il faut un collectif, nous on a que dalle. Déon Topou qui partage l'avis qu'avaient Benjamin et Sylvain qui nous dit l'écart est encore plus gros entre la Ligue 1 et la Ligue 2. À Saint-Etienne, on est à peine milieu de tableau de Ligue 2 cette saison. Véritablement vert qui nous dit en cas de descente, on risque vraiment de souffrir l'an prochain. Euh, car Kilmer n'investira peut-être pas. Bon, ça il faudra voir en cas de descente cet été. Mais globalement, tout le monde est assez triste. Et il y avait une question, enfin, il y avait pas mal de messages par rapport évidemment à la défense. Tout le monde est au courant qu'on a pris 56 buts en 24 matchs, mais il y avait des messages, notamment, j'avais vu tout à l'heure sur Michael Nadé. Benjamin, je sais pas si tu avais joué avec Nadé quand il était passé en professionnel ou si peut-être tu t'étais entraîné avec. Est-ce que tu as, un avis sur sa saison? On sait qu'il était pas mal. Enfin, c'est lui qui sauvait la baraque souvent en début de saison. Là, il marque un but contre son camp ce week-end. Je sais pas si t'as un mot à dire là-dessus. Ouais, Mika, ouais, c'était un des jeunes à l'époque. Ouais, il avait joué quelques matchs avec nous, il me semble, avant que je parte. Et puis je l'avais recroisé après, quand on jouait contre saint notamment. Et puis je crois il était parti après si c'était pas à Orléans ou en National À ou Quevilly, Ouais, il était parti, ouais. Quevilly-Rouen. Ouais, Quevilly-Rouen. Ouais. Quevilly-Rouen. Ouais, c'est ça. À Quevilly et j'avais joué contre lui, on s'était recroisé. Et puis non, j'avais trouvé vraiment. Et puis là, sur ce début d'année, l'an dernier, c'était vraiment le patron, je trouve, en défense, quoi. C'est vraiment celui qui était bien, qui loupait rarement des matchs. Et là, ouais, malheureusement pour lui, c'est sûr que ce but, après, c'est ce que je dis, c'est quand tu as toute l'équipe qui est un peu malade, c'est difficile, toi, de relever tout ça. Mais j'en suis convaincu que c'est quelqu'un qui fera beaucoup de bien sur la fin de saison parce que c'est un guerrier. Pour moi, ça doit être le patron de la défense. Ça doit être le patron de la défense. Je trouve que Batou Binsika a beaucoup plus de mal et puis est quand même fautif sur pas mal de matchs ces derniers temps et un peu dans la difficulté. Mais je trouve que voilà, Mika doit encore plus donner pour vraiment amener tout le monde avec lui, quoi. Et c'est un leader, c'est quelqu'un qui aime faire ça. Donc,
faut vraiment qu'il continue comme ça. Ok, c'est intéressant ce point de vue. Ça permet de nuancer un peu ce qu'on a vu ce week-end. Mais c'est vrai, j'ai vu dans le chat que Nadé, le pauvre, à chaque fois qu'il a été installé en tant que titulaire en Ligue 1, c'était des saisons catastrophes. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur terreau pour grandir. Bon, on va peut-être parler de ce match parce que on a fait le plus dur. Maintenant, on place à l'optimisme, place à l'avenir, puisque un match important se profile, le match contre le Havre. Active Saint-Étienne Night Club. Alors le Havre, Le prochain match. trop peiné, si mes souvenirs sont à peu près corrects, n'avait pas trop peiné à se défaire de nous au match aller. Mais Sylvain, tu me corrigeras si je me trompe là-dessus. Qu'est-ce que tu en attends, toi, Sylvain? Maintenant, Saint-Étienne qui est dans une position de... Ça y est, hein, qui fait officiellement la course derrière, qui est dans la position du relégué. Il va falloir repasser devant le Havre qui a fait le gros coup de cette journée de championnat. Exactement. Et ce week-end, on risque d'assister à un match historique puisque c'est la pire équipe à domicile qui affronte la pire équipe à l'extérieur. Donc voilà, peut-être que les deux équipes vont perdre. Ça serait une première dans l'histoire du football. Quoi qu'il en soit, une fois que cette blague est faite, ce match, bah, il est évident que c'est un tournant de la saison. On peut plus se cacher. Si on avait réussi à gagner contre Angers à la maison il y a 2 semaines en arrière, peut-être qu'un match nul aurait pu encore être acceptable. Aujourd'hui, c'est autre chose qu'une victoire est inenvisageable, pour être totalement clair. Et une défaite serait même très 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 difficile à digérer et très 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 difficile à encaisser dans l'optique de cette course au maintien. Maintenant, voilà, moi je m'attends à quoi? Je m'attends à une opposition de style. Je pense que Saint-Étienne va tenter de garder le ballon comme il l'a fait contre Nice. Et puis le Havre va procéder en contre puisqu'ils ont les joueurs pour procéder en contre avec des joueurs qui ont pas mal de jambes devant. Je pense à Casimir, je pense à Joujou, je pense à Soumaré aussi. Et puis avec Papi Ayou devant qui est toujours au bon endroit pour la pousser, ça peut vraiment être intéressant pour eux. Donc voilà, il va falloir gérer ces transitions-là. Essayer de s'installer, essayer de marquer pour une fois en premier parce qu'on concède toujours l'ouverture du score et forcément ça nous est préjudiciable. Quand t'es malade et que t'es mené, ça aide pas à regagner confiance et à développer quelque chose de positif. Donc voilà, je m'attends à ça. Maintenant, le Havre, ils sont sensiblement du même niveau que nous, mais aujourd'hui ils sont devant nous au classement. Donc il faut qu'on les batte, tout simplement. Benjamin, un point sur ce match. Je ne sais pas si tu as connu ça dans ta carrière, mais ce que je disais, la position du chasseur et du chassé, mais toi c'était plus en haut du classement à Saint-Étienne. Mais à quel point tu penses que ça peut avoir un impact sur cette rencontre d'être maintenant derrière le Havre et d'être dans l'obligation de faire quelque chose? Après, j'ai envie de dire, ça fait plusieurs journées quand même que on va dire la seule chance, je trouve que dans le malheur de cette saison et des derniers matchs, c'est que avec la méforme qu'on a de ces dernières semaines ou ces derniers mois, on est encore largement en vie, je trouve, et on est encore à la lutte avec pas mal de clubs. Alors moi, j'ai toujours été assez optimiste, je vois toujours le côté optimiste des choses, donc euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont malgré tout en fait dans des situations assez identiques à la nôtre. Et quand je vois une équipe notamment comme Reims, qui était bien mieux que nous et qui, là, depuis des semaines et des semaines, c'est très très compliqué. Je me dis, on est toujours qu'à 3 points d'équipe comme ça. On est à 1 point maintenant derrière le Havre. C'est sûr que c'est toujours mieux d'être devant que derrière. Maintenant, encore une fois, il reste une dizaine de matchs et ce match de ce week-end va être important. Maintenant, c'est l'équipe du Havre, je pense que ce week-end qui va avoir la pression parce que eux vont vouloir justement faire le trou avec l'équipe de Saint-Étienne. Et voilà, d'être 1 point derrière, moi personnellement, ça me fait pas plus peur. Je trouve qu'on est toujours dans le même nombre de points. De toute façon, on est toujours à la lutte avec Reims, avec Nantes. Alors c'est sûr que 2 points en plus, si on avait pu les prendre contre Angers, on aurait été mieux. Mais je pense que c'est Le Havre qui va vouloir, devant son public, faire quelque chose ce week-end. Et ça va être voilà, un match sous pression.
parce que les deux équipes vont jouer quand même avec la pression. Et je pense que Le Havre va vraiment vouloir gagner ce match. Et je pense que ça va enlever un peu de pression à cette équipe de Saint-Étienne. Ouais, et puis avant l'émission, je me suis dit, ouais, c'est vrai, en préparant, je me suis dit, putain, c'est vrai que s'ils gagnent, ils nous mettent à 4 points, ça semble un peu cuit. Et puis je me suis dit, par curiosité, je vais aller regarder le calendrier du Havre. Le Havre, ils ont un calendrier sur fin de saison qui est gratiné. Bon, ils reçoivent Saint-Étienne, après ils vont à Lyon, ils reçoivent Nantes, ils vont à Montpellier, ils reçoivent Rennes, ils vont à Paris, ils reçoivent Monaco, ils vont à Auxerre, ils reçoivent Marseille et ils vont à Strasbourg. J'ai envie de dire qu'ils ont peut-être grappillé des points sur nous, mais ils n'ont pas l'air d'avoir joué beaucoup de gros sur cette deuxième partie de saison. Et ça, c'est une info qu'il faut prendre en compte. Vas-y, moi, Sylvain, je sais que tu veux peut-être nuancer mes propos, parce que nous aussi, on a quelques gros encore. Ouais, Mais pas tant que ça. ouais, non, mais moi, je vais jouer le rabat-joie sur l'aspect calendrier. Mais bon, après, Benjamin confirmera ou non, mais dans les 4-5 derniers matchs, jouer des équipes qui n'ont plus rien à jouer, qui vont être dans le ventre mou, qui vont être entre la 10 et la 14e, entre la 8 et la 14e, sauvés, peuvent plus jouer l'Europe. Quelquefois, ça peut être une bonne chose aussi en fin de saison. Parce que toi, tu dois te sauver, tu dois faire des points absolument. Eux, bon, bah, s'ils gagnent, tant mieux, mais à un moment donné, il y en a certains qui se projettent déjà sur l'année Oui, d'après, t'as, qui t'as potentiellement Auxerre et envisagent des Strasbourg départs. Auxerre et Strasbourg dans ce cas-là, ouais. Ouais, sur Alors, l'Europe. alors Strasbourg, peut-être qu'ils seront dans la course à l'Europe, mais je pense que un club comme Auxerre, un club comme voilà, je pense que Brest, ils seront dans la même veine. Je pense que Nantes, si ça va jusqu'au bout, ça sera pareil. Rennes, ça sera pareil. Enfin, tu vois, toutes ces équipes-là, un peu entre deux, Lens, ça sera pareil aussi, je pense. Voilà, qui seront entre deux, qui n'auront plus rien à jouer, qui seront sauvés et que les jouer dans les matchs au couteau sur les 4-5 dernières journées, ça peut faire des surprises. Voilà. Évidemment, et même jouer le Paris Saint-Germain, hein. Jouer le Paris Saint-Germain, Oui, si c'est plié et Mathieu qu'ils sont en Bodmer Ligue des Champions. te rappelle que l'année dernière, le Havre de Mathieu Bodmer, grand copain et grand joueur du Paris Saint-Germain de l'époque, a réussi à faire 3-3 au Parc des Princes pour obtenir un point qui leur a permis de se sauver la saison dernière. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut quand même pas décider trop vite. Il y a des histoires qui sont pas encore écrites et je pense qu'elles s'écriront pas de la façon dont on les imagine aussi. Non, on a fait 3-3 contre Angers, nous, on n'en fait pas tout un plat, hein. C'est vrai ça, c'est vrai. Chacun son Et- combat. Oui, vas-y, Sylvain, tu veux dire quelque chose en plus, Sylvain, dessus? Non, mais voilà, après, et peut-être que c'est moi comment dire, qui juge un peu l'investissement de certaines équipes en fin de saison moins important et que du coup ça ouvre des perspectives par rapport à certains matchs. Mais peut-être que Benjamin, qui a été Eh ben oui, professionnel, qui a vécu au sein des groupes et qui a vécu ce genre de situation, je pense qu'il aura un avis peut-être plus aiguisé sur tout ça. c'est ce que je t'allais dire. Qui de Ouais, mieux non, mais que toi pour le dire? ouais, après écoute, j'ai eu ces situations-là, d'être dans les mal classés, d'être dans les équipes qui n'ont plus rien à jouer. Après, ça dépend des équipes, ça dépend des joueurs. Tu as des joueurs qui, sur des fins d'année, tu sais, tu as des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, par exemple, et qui vont avoir beaucoup plus de temps de jeu, et du coup, bah, eux, qui vont être en fin de contrat, je te dis ça par exemple en fin de saison, bah, qui eux vont vouloir bah, tout donner pour chercher un club. Tu as d'autres joueurs, en fait, je trouve que c'est beaucoup dépendant quand même de, de chaque club et de chaque situation de joueur, mais non, je sais pas si c'est sûr que, on va dire une équipe qui en a rien à jouer, elle semble être quand même un peu moins, on va dire, moins dedans si toi, tu dois jouer ta survie en Ligue 1. Ça, c'est sûr. Maintenant, Après, ça je pense pourrait. pas que ce soit fait volontairement. Je pense que c'est un peu inconscient et Ah ouais, non, non. Ouais, ouais, non, ça, je te suis. Volontairement, non. Donc, si par exemple le match il va être haché, si par exemple tu vas leur rentrer dedans, bah, t'en as certains qui vont se dire je vais y aller mollo, je vais pas tout donner. Et comme je te dis, t'en as certains qui ont pas beaucoup joué de la saison et qui ont là 4-5 matchs à la fin de saison pour se montrer et qui vont tout donner. Donc c'est vachement dépendant de chaque club. Et puis des fois, quand tu joues sans pression, en fait, t'es limite meilleur, hein. Tu as des clubs, quand tu n'as plus rien à jouer et quand Ça tu es déroule. tranquille, ça déroule, c'est facile, tu prends un but, tu t'affoles même pas, ça revient naturellement et tu vas le marquer. Alors que quand tu es moins bien et que tu te prends un but,
dire que là, t'as les jambes qui commencent à trembler de certains, ça commence à être plus dur. Donc, et c'est toujours un peu de voir le calendrier des uns et des autres, c'est toujours un peu difficile à cerner ça sur des fins de saison. Ouais, mais ça aura probablement une importance, qu'elle soit positive ou négative. Mais ça jouera quelque chose. On est à 10 matchs de la fin, donc c'est clair que il va falloir commencer à comparer les voyages des uns et des autres. Dans cette bataille pour le maintien, je vous ai entendu citer Nantes, mais plus d'une façon positive, comme quoi, Sylvain, tu disais que s'ils continuent, ça allait le faire pour eux. Montpellier semble être retombé dans le dur. Le Havre, bon, ils ont fait un gros coup, mais ils sont pas non plus sur une dynamique folle. Et sinon, on peut mettre Reims dans la balance. Sylvain, qui a l'air eux, Oui. semaine après semaine, on se dit que peut-être que c'est eux, peut-être l'équipe la plus faible actuellement de Ligue 1. La plus faible, je sais pas, mais avec la dynamique la plus difficile, ça c'est certain, ouais, c'est certain. Ils ont une dynamique compliquée. Ils ont eu un mercato hivernal où ils ont perdu des joueurs clés. Je pense notamment à leur défenseur Agbadou derrière, qui était vraiment, vraiment Ouais, un pilier ouais, dans c'est cette clair. équipe. Et puis, je trouve pas qu'ils fassent des prestations mauvaises, mais ils sont clairement dans ce que disait Benjamin, dans une équipe où il n'y a rien qui veut, quoi. Le mec, il rate son intervention, il prend carton rouge au bout de 6 minutes ce week-end à Monaco. Ça met des CSC. Ça veut pas tourner en leur faveur, quoi. Et même en Coupe de France, ils ont failli se faire sortir contre Angers en encaissant un but à la 97e minute sur la dernière occasion d'Angers. Bon, finalement, ils ont réussi à se qualifier au penalty, mais tu sens qu'ils sont dans une dynamique assez compliquée. Ils ont limogé leur entraîneur et ils n'ont pas les moyens d'aller chercher un autre. Ils s'appuient sur l'adjoint qui n'a pas vraiment d'expérience non plus. Voilà, c'est pas facile pour eux. Maintenant, moi, j'ai quand même un avis par rapport à tout ça, c'est qu'on se compare pas mal par rapport aux autres. On voit la dynamique de Montpellier qui est On essaie de se compliquée rassurer. avec Gasset qui, voilà, on essaye pas mal de se rassurer avec les autres, mais honnêtement, on a gagné un match depuis le 23 novembre en Ligue 1. C'est Il y vrai. a des stats aussi qu'il faut se mettre sous les yeux. Depuis qu'Orneland est arrivé, c'est mieux, mais on prend 0,66 depuis qu'il est là. Donc à cette vitesse-là, on ne se maintiendra pas non plus, hein. Il faut aussi se regarder nous dans le miroir, il faut aussi regarder nos propres prestations. On est la pire défense ou la deuxième pire. Je ne sais pas si Montpellier a fait la prouesse de nous repasser devant ce week-end, si c'est possible. Oui, je crois. Mais voilà, on a une moyenne Si, de si, 3 si. buts par match, on marque pas beaucoup de buts, on gagne pas de match. À la maison, on était solide et on l'est plus. Maintenant, il faut aussi être fataliste par rapport à tout ça Oui. et penser à nous avant de penser aux autres, parce qu'on n'arrête pas de dire ouais, mais Montpellier c'est faible, ouais, mais Reims ils avancent pas, ouais, mais Le Havre ils ont la tête sous l'eau avec la DNCG. Ouais, mais plus le championnat avance, plus on recule nous, hein. Tout le monde ne pourra pas descendre. Voilà, Tout le monde ne pourra pas descendre, ça c'est voilà, certain. voilà. C'est Et certain que c'est une course à 4. Ça sera Reims, Le Havre, Montpellier ou nous. Maintenant, faut pas finir dans les deux derniers. Et si le championnat il s'arrête ce soir, eh ben nous on y va tout droit, hein. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, oui. Dernier point, chat, Gab, avant qu'on clôture sagement cette émission. Et après, on les aura un dernier petit mot pour Benjamin. Du coup, j'avais demandé un petit peu les attentes du chat par rapport au match de dimanche. Évidemment, tout le monde est bien conscient que c'est un match à qui tout double, on va dire. Olex qui nous dit c'est le match de la mort. On a ASSE 7100 qui, bon, je sais pas si c'est un petit peu abusé, mais qui nous parle d'une victoire 4-0 pour le Havre. On a Thomas qui nous dit 3-0 pour le Havre. Ça, on va dire que c'est la partie la moins optimiste, la plus grave. Sinon, on a Céline qui nous dit Le Havre est un adversaire abordable, mais il est essentiel d'y mettre les bons ingrédients, l'engagement, la rigueur, la solidarité. Si les joueurs n'affichent pas davantage de détermination, cela pourrait être difficile. Cependant, il arrive qu'une victoire puisse totalement transformer la dynamique. On va espérer que cette victoire, elle arrive dimanche. Sinon, on a El Cato qui nous parle d'un match nul. On a Patatrac qui nous dit on va gagner chez les Havrais, on n'a pas le choix. Enfin, globalement, le fait que la victoire soit un petit peu impérative, ça amène un petit peu d'optimisme chez certains qui du coup espèrent que les joueurs vont un peu se sortir les doigts pour être familiers. Et, euh, et ouais, voilà, tout le monde est à peu près conscient que
que c'est un des premiers matchs qui va nous faire, qui va nous faire comprendre ce qu'on va jouer dans la fin de saison, quoi. Je pense que s'il y a une défaite, ça risque d'être compliqué. Un énième Donc tournant. globalement, ouais, c'est ça, un énième tournant. Merci beaucoup, Gab. Non, puis Très vite, Sylvain. pour compléter, juste si je peux, Kevin, Ouais. je trouve que malgré tout, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas enlever aux joueurs, je trouve que personne n'a lâché au sein de l'effectif. Oui, Ils ça, savent qu'ils sont limités, ils savent que mais on peut pas leur reprocher de lâcher, on peut pas leur reprocher de s'avouer vaincus avant que les choses soient faites. Ils bagarrent, certes, avec leurs âmes qui sont limitées, mais, euh, mais l'espoir il réside aussi dans ça. Je prends l'exemple de Montpellier, par exemple. Alors, je disais il y a 3 minutes, c'est un peu paradoxal, mais je disais il y a 3 minutes qu'il faut arrêter de se comparer aux autres et penser à nous. Mais je trouve qu'une équipe comme Montpellier est un peu plus résignée que nous en termes pour Oui. lutter dans cette course au maintien. Oui, Voilà. ils ont l'air On un peu dans le verra. charrette. Ouais. Voilà, on fera les comptes à la fin. Peut-être que voilà, Montpellier se sauvera et pas nous, peu importe. Enfin, non, pas peu importe en fait, Non. mais on fera les comptes à la fin. Mais voilà, il y a quand même cette idée de se dire on n'est pas encore totalement mort et peut-être que, même si l'espoir se réduit de semaine en semaine. D'accord, mais pour finir sur une touche d'optimisme, Sylvain, ton prono. Mon prono, on va gagner 2-1. Voilà. Tu m'as dit de finir sur une touche d'optimisme. On va Vas-y, gagner 2-1. Bon, écoute, j'étais de l'avant-match. Voilà. J'étais de l'avant-match avec Karl mercredi, hein, l'avant-match que je vous invite à suivre voilà, sur YouTube qu'on fait sur la chaîne peuplevert.fr et j'avais pronostiqué une victoire 3-1 de Nice. Alors j'espère que je serai aussi inspiré pour le match de ce week-end. Et Benjamin, déjà merci d'avoir été là. Je vous invite dans le chat à nous dire si vous voulez revoir Benjamin. Nous on est conquis, mais le plus important c'est vous. Je n'en doute pas, vous l'êtes aussi. Donc balancez tous vos messages d'amour pour Benjamin. On lui transmettra. Benjamin, toi ton prono, c'est l'heure de se mouiller, c'est l'heure de savoir si tu vas être un chat noir ou pas. Bah, écoute, je vais essayer de faire une petite victoire pour Saint-Étienne, un petit 0-1. Comme ça, on soigne un peu l'average. On n'encaisse pas de but. Ce sera bien. Et puis, non, ramener une belle victoire du Havre. Après, il y aura encore un déplacement à Montpellier. Il y a 2 matchs importants. Et puis, voilà, j'espère être présent. Normalement, j'essaierai d'être présent, moi, contre le PSG. Et puis, même mi-avril. J'essaie d'y aller. Donc, en espérant porter chance à cette équipe. Et en tout cas, avec plaisir de revenir avant la fin de saison en espérant, voilà, Bien sûr. avec vous On débriefera tous ensemble le Et, maintien. et Voilà. juste Kevin, pour finir, Oui. je voulais poser une petite question à Benjamin qui avait Vas-y. évidemment joué avec Loïc Perrin. Voilà, est-ce que il y a encore des gens au sein du club avec qui tu es en lien qui sont actuellement au club ou qui gravitent autour et qui ont un peu un ressenti sur tout ce qui se passe, sur le changement de direction, sur toutes ces choses-là? Après, très honnêtement, je suis très proche encore de Loïc. Après, c'est vrai que c'est des discussions qu'on a, mais où, voilà, j'essaye de pas trop en parler non plus avec lui. C'est assez compliqué la situation du club, mais c'est quelqu'un voilà, qui subit aussi le truc et qui est triste pour le club. Et puis après, tout le staff, notamment tout le staff médical, les intendants qui sont là depuis très longtemps et qui eux Et ça aussi dit, ouais. sont très présents et sont préoccupés par la situation. Mais ouais, tout le club est à fond et les anciens Verts aussi. On a un groupe des anciens Verts qui parle souvent, qui est aussi très présent et on espère vraiment que le club va s'en sortir parce que ça faisait des années, on va dire que avec l'ancienne direction, c'était un peu ambigu et la situation était un peu bizarre pour tout le monde. Et je pense que ce changement de direction a fait du bien. Et encore une fois, comme tu l'as dit aussi, c'est cette année qui est la plus importante parce que ça va permettre si on se maintient, de vraiment après, j'en suis sûr, avoir un beau futur pour le club.
On l'espère, on l'espère. On va finir sur ces mots très optimistes, puisque le vert est la couleur de l'espoir. Tout rêve est permis pour cette fin de saison. Merci encore d'avoir été là, messieurs. Merci à vous qui étiez en direct de nous avoir écoutés. Voilà, n'hésitez pas à podcaster l'émission, à la partager. Merci Sylvain d'avoir été là, toujours un réel plaisir. Gab, on est ensemble tous les 15 jours, donc c'est toujours beaucoup de plaisir aussi. Et puis merci à Benjamin Cornier, je le rappelle, qui était avec nous ce soir. C'était un réel honneur de te recevoir, nous qui t'avons tant encouragé derrière notre écran ou au stade. Ça fait plaisir d'avoir ton regard et d'avoir entendu tous ces mots sympas que tu as eu pour le club et ses supporters. Donc on espère que ce n'est que partie remise pour qu'on le refasse. Ouais, carrément. Avec plaisir, c'est vraiment sincère. Merci à tous, merci à tout le monde, et puis passez une bonne semaine. Vous retrouvez que la semaine prochaine pour le débrief d'une victoire assurément, et on sortira de la zone rouge et on passera enfin, c'est promis, un bon week-end. Prenez soin de vous, bonne semaine, allez les Verts. Ciao, allez les Verts.